à chaque groupe de prendre la parole les uns après les autres. Je vais commencer par M. Marie-Sainte. Merci. J'avertis que nous utilisons notre temps et nous serons plusieurs à prendre la parole dans le groupe. D'emblée de jeu, je veux rappeler au rapporteur de la Commission des finances que notre collectivité travaille sur le principe des APCP, c'est-à-dire autorisation de programme et ensuite crédit de paiement, ou la section de fonctionnement par autorisation d'engagement et ensuite crédit de paiement. C'est-à-dire lorsqu'on prend une décision, elle peut s'étaler sur plusieurs budgets. Et c'est au fur et à mesure qu'on met en place les crédits de paiement. Donc il n'y a rien d'extraordinaire dans cette pratique, elle est très ancienne. Donc les crédits ne sont pas consommés, ils ont été inscrits. Il ne faut pas dire la même chose. Deuxièmement, j'ai entendu un rapport du Conseil exécutif en charge des finances. Ça ressemble à un rapport de ministre, bien. Pourquoi je dis cela? C'est que nous avons reçu deux documents, le budget lui-même, le document comptable, et puis un exposé des motifs. L'exposé des motifs est c'est-à-dire affiche beaucoup de choses, est très optimiste. Et par contre, le discours du ministre des Finances était très précautionneux, mettait en garde. Alors ça me rappelle les anecdotes qui se passent en France, où tel ministre annonce, et puis après, il dit, mais aussi n'a pas suivi. Alors je ne sais pas si c'est ce qui va se produire ici, parce que beaucoup de conseillers exécutifs annoncent des choses, et puis peut-être ils vont dire que le conseiller exécutif en des finances derrière n'ont pas suivi. Pourquoi je dis ça? Parce que ce budget, lorsque nous l'examinons, en première intention, nous ne pouvons que constater que ce budget confirme le fait que la mandature précédente a laissé une collectivité territoriale avec une capacité d'agir malgré un contexte sanitaire dégradé qui a induit une crise économique et sociale. Ceci contrairement au tableau sombre qu'on a voulu peindre lors du vote du budget supplémentaire de 2021, que c'est vous qui l'aviez présenté. Vous aviez évoqué une dégradation de l'épargne brute et de l'épargne nette, un encours excessif de la dette, une capacité d'autofinancement marquée par 25 ans d'endettement, c'est ça que vous disiez à l'époque. Tout cela pour démontrer une soi-disant mauvaise gestion. C'était cela l'objectif. Aujourd'hui, la vérité fait loi, fait fou. Et donc, toutes les critiques qui ont été faites sont aujourd'hui battues en brèche par vos propres chiffres. Nous en disons qu'avec de tels procédés de contorsionnisme et déformer les chiffres, pour qu'ils expriment non pas la sincérité des comptes, mais un simulacre de bilan qui n'avait convaincu que vous. C'était au moment où vous présentiez le budget supplémentaire 2021. Par conséquent, nous nous réjouissons qu'à travers la présentation de votre budget de 2022, vous reconnaissez que le budget de la CTM est avant tout marqué par un caractère social, puisque vous affichez des dépenses de fonctionnement contraintes, conséquentes. Vous prévoyez même pour l'exercice 2022 une augmentation de la partie sociale de 7,81%. Je ne donne pas les chiffres en millions, je vais faire comme le président de la CESEM, c'est un peu barbare. Mais dans la continuité de ce qui avait été préconisé, vous soulignez à demi-mot l'intérêt qu'il pourrait avoir à restituer la gestion du RSA à l'État français. Le débat avait été ouvert et j'ai vu que vous l'avez abordé, puisqu'en réalité, il faut que tout le monde sache que l'État met des sommes à disposition de la collectivité pour ensuite payer aux familles qui sont en situation, disons, sociale difficile, payer le RSA. Donc c'est un service qu'on rend à l'État. Et on se rend compte chaque année qu'il faut payer plus que ce qu'on a reçu.
Ça aussi, donc, vous reprenez cette analyse et nous resterons ouverts au débat lorsqu'il aura lieu, puisque le conseiller exécutif en charge des finances disait qu'il faut prendre une décision avant le 30 juin. Nous sommes évertués, indicateurs à l'appui, à expliquer les contraintes, les poids des contraintes, notamment celles du social, s'agissant de tout ce qui concerne le RSA ou l'APA, l'aide aux personnes pour l'autonomie, la prise en charge des publics fragiles, la dotation du SDIS, les charges du personnel, etc. Sans compter le poids des subventions satellites, notamment, on en a parlé, Martinique Transport, et les budgets annexes. Tant mieux si ce n'était pas compris hier et que ce soit mieux compris aujourd'hui. Ce que j'ai écouté dans nos analyses, les analyses rejoignent celles que nous faisions déjà et que nous avions annoncées. Deuxième point de satisfaction, c'est que vous reconnaissez également que dans les recettes, la part des ressources propres, c'est-à-dire celles sur lesquelles nous avons la main et dont donc la capacité d'agir est faible, de l'ordre de 33%. C'est dit dans votre rapport, à la page 8, dans le rapport d'exposé des motifs. Bien entendu, un emprunt de 185 millions vient étonnamment abonder la ligne de recettes propres. Pourquoi étonnamment? Il égard aux critiques que vous avez faites lorsque vous avez constaté le niveau de l'emprunt qui avait été pris au titre du budget 2021. Comment pouvez-vous expliquer qu'en moins d'un an, vous passez d'un scénario que vous avez décrit comme catastrophique, avec une capacité de désendettement de 25 années, à une capacité d'autofinancement suffisante, raisonnable, pour contracter un emprunt de 185 millions accordé à peine de 10 mois de gestion. Ceci n'est pas expliqué, donc nous posons la question, comment on passe de 25 années, ce que vous aviez prétendu, pour revenir maintenant à 10 années de désendettement, avec une capacité d'autofinancement puisée dans le budget précédent. Bien. Si ceci est la preuve que les indicateurs de solvabilité de la collectivité ont toujours été au rendez-vous, quoi que vous ayez dit en 2021. Étonnamment, parce que nous rappelons le vote du budget, sur le fameux budget supplémentaire en 2021 qui avait acté la réduction de montant de l'emprunt de 170 millions à 105 millions. C'est-à-dire, vous aviez, il y a à peine quelques mois, supprimé, baissé l'emprunt, et puis maintenant, vous le remettez. Il va falloir expliquer tout cela. Vous comprendrez que nous avons un peu de mal à comprendre ce revirement soudain de recontracter en moins d'un an un nouvel emprunt de surcroît en augmentant de plus de 8% par rapport au précédent. Excusez-moi, mais ce jeu rappelle le jeu de Walto. Oui ou pas oui. Défaire ce qui était fait pour refaire ce qui a été défait. Bravo. En ce qui concerne les autres ressources, depuis quelques années, les réformes de l'État ont consisté à enlever des recettes fiscales propres pour les remplacer par les fractions de TVA, ça a été dit. Il faut comprendre que les ressources de TVA évoluent avec l'activité économique, puisque c'est une taxe sur la consommation. Si en 2021 a permis d'observer une croissance de 7% sur laquelle est indexées les ressources de TVA, c'est ce qui est dit sur les sources. Pour les années à venir, sur le fonds de guerre en Europe, la croissance économique, certains économistes disent qu'elle pourrait être divisée par 2. Donc, miser sur la TVA qu'il y a eu en France, une période de crise, et prévoir une recette supplémentaire supérieure à ce qu'il y a en 2002, ça nous paraît un petit peu optimiste. C'est aussi, il ne nous paraît pas du tout opportun, sauf à disposer d'indicateurs extrêmement fiables sur l'évolution, en tout cas, tout comme le CESED, nous n'en connaissons pas,
nous demandons, est-ce qu'il ne fallait pas plutôt imposer un principe de précaution, puisque vous annoncez un pronostic d'une augmentation de recettes fiscales de plus de 5%. Cela nous semble pour le moins hasardeux, d'autant que les ressources propres, dans les ressources propres, il y a un certain nombre d'incertitudes, notamment sur l'octroi de mer, qui est lié à l'importation. Or, la récession qui s'annonce en France aussi aura inévitablement des conséquences sur les recettes des collectivités. Il faut se préparer à cela, il ne faut pas se laisser surprendre par un optimisme, excusez-moi, peut-être un peu trop béat. Par conséquent, vos prévisions, dans le contexte actuel, sont sujettes à caution. Globalement, vous présentez un budget qui annonce une forte augmentation de dépenses, environ 91 millions, assise sur une forte augmentation des recettes, elle-même essentiellement induite par un emprunt considérable de 187 millions. Il est intéressant de noter qu'avoir l'opportunité d'emprunter une telle somme répond à une double exigence. Tout d'abord, avoir une capacité d'autofinancement convenable, donc avoir un pouvoir de désendettement solide. Deuxièmement, avoir la confiance des financeurs au vu d'excellents ratios financiers. Si ces deux points sont avérés, si donc la possibilité de faire ces emprunts existe, c'est ce que vous dites, ça ne peut être que le résultat de la bonne gestion de la mandature d'Alfred Marie-Jeanne. Et nous nous réjouissons que les travaux qui ont été réalisés ou qui ont été initiés dès 2016, pour que la collectivité permette aujourd'hui d'envisager sereinement l'avenir. Parce que le fonds de compensation de la TVA, qui vous sera servi en 2022, c'est sur des travaux réalisés l'année précédente. C'est ça qui est la réalité. Bien. Donc, lorsque l'on disait que le pays était à l'arrêt, rien n'était réalisé, etc., d'ailleurs, j'ai vu que le conseiller en charge des finances a affiché une courbe qui a montré la croissance à partir de 2019 de l'investissement. C'est bien, vous prévoyez de faire une extension de la courbe. Nous verrons au résultat. C'est là que nous attendons. Mais en tout cas, vous avez constaté cette croissance des investissements. Il y avait une courbe qui était affichée là, qui montrait cela. Donc en effet, depuis 2017, qui était le point de remontée de la courbe, de nombreux marchés passés, des investissements réalisés, enrichissent aujourd'hui le patrimoine de la collectivité. En résumé, votre budget s'articule autour d'une volonté d'un volume de recettes de fonctionnement en augmentation de 5%, basé à la fois sur une augmentation de la fraction de la TVA transférée à la collectivité, de France, et une contrepartie de la suppression de la taxe foncière et du maintien des ressources fiscales propres en lien direct avec l'activité du pays. Vous prévoyez une augmentation de 3 millions d'euros de recettes sur l'octroi de mer, mais sans indiquer sur quelle base a été calculée cette somme. Donc c'est une question que nous nous posons. Sur quel pronostic vous avez pu penser que l'octroi de mer va augmenter de 3 millions alors qu'il y a une crise mondiale? Dans ce contexte plus qu'incertain, nous nous interrogeons sur la construction de ce budget qui présente une certaine fragilité, notamment pour cette partie du budget constituée de recettes fiscales. Par ailleurs, l'inscription de taux de variation de l'année N-1 sur l'année N font cruellement défaut. Y avait-il une contrainte de le faire? Pour les recettes non fiscales, elles augmentent très peu. La dotation globale de fonctionnement, la fameuse DGF, qui constitue la plus grosse part des recettes fiscales, ne bouge pas. La dotation globale de décentralisation, la DGD, ne varie pas non plus. Maintenant, concernant les recettes d'investissement, c'est vrai, il y a une augmentation fondée sur le fonds de compensation de la TVA, donc qui est assis sur le montant des travaux précédemment réalisés.
Cela veut dire qu'en 2021, notamment, les 6 premiers mois, nous avons bien consommé les crédits. Cela s'est traduit par une augmentation de ce fonds de compensation. Mais l'augmentation principale des recettes d'investissement, c'est l'emprunt. C'est-à-dire que vous avez endetté, ou bien vous comptez endetté, alors que vous nous reprochez de l'avoir fait. Mais il serait utile que vous indiquiez la durée de l'endettement de 2022. La durée n'est pas indiquée. Nous avons dû la calculer nous-mêmes. Bon. Mais elle n'est pas indiquée. Vous auriez dû l'indiquer. Mais également, nous faire connaître les conditions et les garanties liées à cet emprunt. Vous annoncez l'emprunt, mais nous voulions avoir un peu plus de renseignements. Alors, contrairement à ce qui était asséné au moment du budget supplémentaire et du compte administratif 2020, les ratios financiers ne sont pas catastrophiques et permettent d'afficher un emprunt à la hausse de 8,8%. La capacité d'endettement que nous avons calculé nous-mêmes, puisque vous ne l'avez pas indiqué, d'après les chiffres que nous avons pu tirer de vos documents comptables, serait inférieure à 10 années, alors que vous aviez dit, au mois de septembre dernier, qu'elle était 25 années. C'est ce que vous avez martelé. Cette situation était ponctuelle du fait des fortes augmentations de dépenses de fonctionnement au plan social et des emprunts pour faire face à la crise économique de 2020-2021 découlant de la pandémie. Alors, il est promis, c'est ce que vous dites, que ces ratios seront graduellement améliorés dans les années à venir pour la conduite des efforts de gestion. Nous attendons pour voir. Le financement des dépenses d'équipement grâce à cette épargne prévisionnelle et d'autres recettes d'investissement sera complété par un recours à l'emploi. C'est ce que vous affirmez. Nous allons voir, nous allons le suivre attentivement, c'est la fonction politique que nous avons en tant que groupe de l'opposition. Donc, vous avez décidé le recours à l'emprunt pour la réalisation d'investissements décidés à un niveau dit historique. C'est dans ce que vous, comme ça vous qualifiez dans votre texte, et qui conduit à une inscription d'emprunt, donc ces fameux 185 millions d'euros. Cela veut dire que la situation financière est donc jugée solvable par les partenaires financiers, ou si ce n'est pas encore le cas, ce n'est que de l'affichage. Donc, nous attendons de savoir si vos partenaires financiers vous ont déjà fait savoir que c'était possible d'avoir cet emprunt. L'encours de la dette devrait donc représenter 972 millions d'euros au 31 décembre 2002. 972, je ne sais pas si c'est une coïncidence, que c'est le numéro minéralogique de la Martinique, contre 851 millions au 31 décembre 2021, soit 121 millions de plus, alors que vous nous accusiez d'avoir trop endetté. En tout cas, vous allez encore augmenter l'endettement. Ce nouveau cadre d'intervention territoriale se décline, vous l'avez appelé plan de relance de Martinique. Je ne sais pas qui est devenu le plan de relance et de refondation qui avait été signé par la collectivité avec l'État. Est-ce que c'est le même? Vous avez enlevé, vous avez mis notre étiquette, mais je pose la question. Il y avait des projets là-dedans, c'était signé, c'était devenu exécutoire. Qu'est-ce que c'est devenu? Alors maintenant, concernant les dépenses d'investissement, vous affichez une croissance de plus 7,9% par rapport au budget primitif 2021. Je signale en passant que dans les tableaux comparatifs qui ont été montrés, mis dans les rapports, on compare le budget primitif 2021 au budget primitif 2022, mais dans le budget primitif 2022, on a déjà intégré par anticipation les résultats du budget précédent. Si on voulait faire une bonne comparaison, on aurait dû le comparer avec le budget supplémentaire, dans lequel on avait intégré également les résultats de l'année 2020. Bon, mais ceci étant dit, je le prends tel quel, ça a comme effet de gonfler le chiffre de la croissance entre ces deux budgets primitifs. Maintenant, il est affirmé en retraitant les valeurs de consolidation avec le nouveau budget du très haut débit, une dépense
un montant global d'investissement qui s'élèverait à 431,6 millions, soit une progression de 12,9 par rapport à 2021 à périmètre constant. Alors cela mérite des explications. C'est une question, puisqu'on compare des choses, mais pas sur les mêmes bases. Donc nous avons besoin d'avoir plus d'éclaircissement là-dessus. Puisque c'est ce qui vous a permis de dire que votre budget d'investissement serait à un niveau historique. Maintenant, nous avons vu beaucoup d'affichage dans la déclaration, dans l'exposé des motifs. Nous demeurons convaincus que les seuls projets d'investissement que vous pouvez réaliser concrètement en 2022 seront ceux que nous avions déjà étudiés, voire chiffrés avant juin 2021 et que nous n'avions pas eu le temps de démarrer concrètement. Et les projets étaient mûrs, parfois même déjà les appels d'offres lancés ou les DCE bouclés en attendant d'appels d'offres, puisqu'ils attendaient le vote du budget 2021 pour pouvoir lancer les appels d'offres. Moi, je suis persuadé, on se donne rendez-vous au résultat. On verra que ceux qui ont été concrètement réalisés et que le citoyen pourra voir sur le terrain, ce seront ceux soit qui avaient déjà été lancés, début de réalisation, et que vous aurez l'honneur d'inaugurer. En conclusion, le compte administratif de 2021 qui n'a pas été présenté, si j'en crois ce que vous avez dit, dégage un excès dans le financement de plus de 36 millions. C'est un chiffre que vous avez encore confirmé dans votre rapport, dans la conclusion de votre rapport. Nous prenons acte. Nous attendons le vrai compte administratif et le compte de gestion. En conclusion, c'est pour cela, puisqu'il y a un aspect de continuité dans ce que vous avez l'intention de faire, nous n'allons pas nous opposer à ce budget. Nous allons nous abstenir pour vous laisser la responsabilité de vos choix et nous donnons rendez-vous à la fin pour voir le résultat. Nous nous laissons la responsabilité politique de votre tableau d'affichage. Je vous remercie. Merci.